Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information. Le sommaire du 27 au 28 décembre 2017, le Bureau national Ozone organise une formation à l'endroit des douaniers sur le système de contrôle des substances appauvrissant la couche d'ozone, une action qui va permettre la sauvegarde de la couche d'ozone. La coopération mixte bénino-burkinabé, après 12 années de cessation, reprend de plus belle. La 4e session de cette grande commission a eu lieu les 21 et 22 décembre 2017. La discipline éducation civique et morale n'est plus enseignée dans les collèges et lycées du Bénin. C'est du moins le constat fait par une équipe de Eden TV. À nouveau, bienvenue. Environnement à l'entame de cette édition. Pendant 2 jours, les douaniers seront outillés sur le système de contrôle des substances appauvrissant la couche d'ozone, une action qui va permettre la sauvegarde de la couche d'ozone, une initiative du Bureau national Ozone. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce mercredi par le représentant du directeur général de l'environnement et du climat. Le point, c'est avec Carole Olaye et Damien Pedro. Permettre aux douaniers de mieux contrôler l'entrée des substances appauvrissant la couche d'ozone sur toute l'étendue du territoire national, c'est là l'objectif principal de cet atelier de formation organisé par le ministère du Cadre de vie. Une initiative qui vise à court et moyen terme la réduction progressive de la production et de la consommation des hydrofluorocarbures, une des mesures contenues dans le protocole de Montréal adopté et amendé en octobre 2016 à Kigali. L'objectif visé est de permettre aux agents des douanes de s'enquérir de tout le dispositif nécessaire à reconnaître ces substances-là et à les détecter de manière à empêcher l'entrée frauduleuse sur notre territoire de ces différents produits qui risquent, disons, d'entraver la bonne tenue de l'environnement au Bénin. La mise en œuvre du QUIC-Tool facilitera l'atteinte de cet objectif. 48 heures durant, ces douaniers en poste au niveau des frontières béninoises vont s'approprier le contenu de cet outil qui n'est rien d'autre que l'ensemble des règles à suivre pour un meilleur contrôle des fluides frigorigènes afin de mettre un terme à la contrebande des produits appauvrissant la couche d'ozone au Bénin. Avant qu'un douanier n'autorise la sortie d'un produit, d'un fluide frigorigène, il doit vérifier si d'abord l'importateur a un agrément pouvant lui permettre de commercialiser ce produit. Le douanier, en contrôlant cet agrément, il se rassure que cet importateur est en règle par rapport à cette importation de fluide frigorigène. Parce que si nous donnons l'agrément, nous fixons aussi un quota d'importation de cette substance. Comme je viens de le dire, nous avons un calendrier d'élimination. Donc, toute importation doit être réglementée. Le contrôle des hydrofluorocarbures aura des avantages énormes dans la protection de l'environnement et va susciter l'utilisation des gaz à faible potentiel de réchauffement global. Après 12 ans de léthargie, la grande commission de coopération mixte bénino-burkinabé reprend de plus belle. La 4e session de cette grande commission s'est tenue les 21 et 22 décembre 2017 à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Reportage Laurent Tonekes et Damien Pedro. 9 projets d'accord signés entre le Bénin et le Burkina Faso. C'est le bilan de la 4e grande commission mixte de coopération bénino-burkinabé qui se tient après 12 ans de léthargie. Les travaux de cette session, qui ont duré du 21 au 22 décembre 2017, ont abouti à la signature des accords de coopération dont nous parle l'ambassadeur Eric Aoussou-Bémé, directeur Afrique et Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères du Bénin. Accord relatif à la coopération entre le médiateur du Faso et le médiateur du Bénin. Accord de coopération militaire. Accord de coopération technique dans le domaine de la santé. Accord de coopération en matière de transport et de transit. Accord de coopération en matière d'information, de médias et de presse. Accord de coopération dans le domaine de la sécurité.
Les résultats obtenus traduisent les préoccupations du moment et leur mise en œuvre aura un impact positif sur la coopération entre le Bénin et le Burkina Faso, pense le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari. Pour ce faire, nous devons envisager des cadres de suivi et d'évaluation interne, lesquels nous permettront à tout moment d'identifier les obstacles éventuels qui peuvent entraver une exécution optimale des dites décisions et recommandations. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Aurélien Agbenonchi, note avec un sentiment de satisfaction et le sens du devoir accompli que les objectifs assignés par les deux chefs d'État, Patrice Talon et Roch-Marc Christian Kaboré, le 9 et 10 octobre dernier à Ouagadougou, lors de la visite de travail du président béninois, ont été atteints. Je ne doute pas un seul instant que les accords que nous venons de signer dans des secteurs vitaux de notre économie, de nos économies respectives, contribueront à renforcer sensiblement nos institutions démocratiques et à améliorer la libre circulation des personnes et des biens à travers nos deux pays, avec pour impact direct l'accroissement des échanges commerciaux et l'épanouissement de nos populations. Je voudrais me réjouir de la régularité et de la permanence des rencontres au niveau de nos institutions étatiques malgré la longue période de léthargie qu'a connue la Grande Commission mixte de coopération. Ces contacts multiples qui, selon les circonstances, se prennent de manière formelle ou informelle, ont permis de régler des problèmes parfois pointus à la grande satisfaction de nos populations et de préserver les intérêts vitaux de nos deux États. Le ministre des Affaires étrangères se réjouit également de la manière dont les Béninois sont traités au Burkina Faso suite aux différents témoignages des Béninois qui y vivent. Il a à cet effet adressé ses remerciements au ministre burkinabé et à leur président. Au thème de cette 4e session, il a été décidé que la 5e session de la Grande Commission mixte de coopération bénino-burkinabé se tiendra à Ouagadougou en 2019. Le 25e stage de formation des techniciens en identification criminelle a pris fin ce jeudi 21 décembre au Centre de perfectionnement de police judiciaire. Ces techniciens désormais formés seront déployés dans les unités de police et de gendarmerie à l'identification des criminels sur les scènes de crime, comme rendu Laurent Tonaïkes. Au total, 18 techniciens en identification criminelle livrés au profit de la police et de la gendarmerie nationale au thème du stage de la 25e promotion qui a duré du 13 novembre au 22 décembre 2017. Ce stage figure dans le plan annuel de travail du CPPJ, Centre de perfectionnement de police judiciaire. Ce stage qui vient de s'achever figure en bonne place dans le plan de travail annuel du Centre de perfectionnement de police judiciaire. Et il cadre bien avec l'objectif stratégique qui consiste à avoir des personnels bien formés, bien qualifiés pour répondre aux nouveaux défis sécuritaires du moment. C'est l'occasion pour moi de renouveler mes vifs remerciements au gouvernement de notre pays pour avoir donné les moyens qui ont permis d'organiser ce stage et aussi de saluer tous ceux qui de loin ou de près ont œuvré pour l'effectivité du stage. Le stage a eu lieu grâce aux intervenants extérieurs, les magistrats, les médecins qui ont également apporté leur contribution. Il est revenu au capitaine Sébastien Quinton de présenter le contenu de ce stage. Le stage qui a démarré le lundi 13 novembre 2017 rassemble 18 stagiaires, dont 10 gendarmes et 8 fonctionnaires de police. Cette formation de techniciens en identification criminelle qui s'achève ce jour avait pour objectif principal de faire de ces stagiaires issus exclusivement de la gendarmerie et de la police nationale du Bénin des enquêteurs professionnels de premier échelon capables de rechercher sur une scène de crime les traces et indices nécessaires à la manifestation de la vérité. Les stagiaires, par la voix de leurs représentants, sont convaincus des connaissances qu'ils ont acquises et qui font d'eux des techniciens avérés en identification criminelle. Ces atouts feront de nous des ambassadeurs du Centre de perfectionnement de police judiciaire partout où le service nous appelle pour témoigner de l'enseignement de qualité reçu de ce centre en matière de police technique et scientifique, gage d'efficacité face aux nouvelles menaces et à la recrudescence de la criminalité.
Pour le directeur général de la gendarmerie par intérim, c'est une occasion pour ces techniciens de se spécialiser dans un contexte de fusion de la gendarmerie et de la police nationale. Par ce stage, vous êtes entré dans la spécialisation des différents métiers qui vont composer désormais la police républicaine. Si vous y mettez maintenant, ce serait bien pour vous parce que vous allez être spécifiquement des enquêteurs. Vous allez faire partie d'une direction de la police judiciaire qui va désormais travailler étroitement avec la police, avec les procureurs de la République, avec les parquets. Ce ne serait plus que l'on va mélanger votre métier avec la sécurité publique pour ne pas vous permettre de vous investir comme cela se doit. Ces techniciens rejoindront leurs unités respectives pour mettre en pratique les connaissances reçues afin d'identifier désormais les criminels qui ne sont jamais démasqués faute de spécialistes. Volet éducation. L'éducation civique et morale, ECM en abrégé, est en voie de disparition dans le système éducatif du Bénin. Cette matière, qui était jusqu'à l'année dernière enseignée dans quelques collèges et lycées, a été suspendue à la rentrée scolaire 2017-2018 et pourtant, elle permet d'inculquer aux apprenants des valeurs citoyennes et morales. Quelques enseignants de cette discipline expriment ici leur étonnement de sa suppression. Écoutez-les. L'éducation civique et morale actuellement est en voie de disparition, on peut le dire ainsi, puisqu'il n'y a pas une décision officielle. Cette année, vu la nouvelle réforme qui a permis aux enseignants d'être acceptés dans l'enseignement secondaire, je vais nommer les vacataires, beaucoup de ces enseignants se sont vus retenus dans les écoles où ça s'enseigne, mais malheureusement, les directeurs, les responsables d'établissements n'ont pas permis que la matière se fasse. Et malgré que ce soit une décision des autorités qui ont permis à ce que cela soit introduit dans le système éducatif, je veux nommer le circulaire numéro 283 / ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de la réinsertion des jeunes, /DC, SGM, IGPM, SA du 13 février 2014 relative à l'introduction de l'éducation civique dans le système éducatif. Donc les textes de loi sont là. Les enseignants qui ont bénéficié des heures par le passé, qui enseignaient cette discipline, nous ont contactés et nous ont fait savoir que le cours n'est pas exécuté. Même ceux qui ont démarré dans des collèges donnés se sont vus arrêtés. Nous n'avons pas pris service jusqu'à présent. Nous avions été sélectionnés comme tous les autres enseignants vacataires au cours de l'année 2017-2018. Mais à la prise de service, on nous fait comprendre que d'attendre une semaine, 2 semaines, jusqu'à ce que nous sommes en train de finir les 3 mois. Et nous sommes dans les congés aujourd'hui. Nous enseignons de l'éducation civique et morale dans les CEG. Je ne sais pas pour quel motif. Sinon, l'information n'est pas officielle. Je dirais elle est officieuse parce qu'il n'y a pas une décision venant d'une autorité supérieure administrative interdisant l'enseignement de l'éducation civique et morale au cours de l'année 2016-2017. Même il y a un arrêté de 2014 qui faisait obligation aux directeurs, aux chefs d'établissement d'introduire la dite matière dans les différents collèges. Mais cette année, pour quel motif nous autres, nous sommes laissés pour compte, je ne saurais le dire. Si aujourd'hui, nous prenons pour peut-être la seule mesure pour lutter contre la corruption, l'emprisonnement des gens, nous n'aurons rien fait. Parce que quoi, il faut d'abord enseigner à l'enfant, aux jeunes apprenants, les valeurs qui sont les valeurs citoyennes. J'aimerais dire au nouveau ministre, M. Maouyon Kakpo, de se saisir de ce dossier. Parce que c'est une décision qui serait prise avant son arrivée.
Des propos recueillis par Fréjus Serloin et Denis Maroya dans son message sur l'état de la nation ce vendredi 22 décembre devant les députés. Le chef de l'État, Patrice Talon, a annoncé que l'année 2018 sera celle du démarrage des grandes réalisations au Bénin. Une réponse sans doute aux citoyens qui crient à la morosité économique et à la léthargie. Que pense-t-il de cette annonce? Réponse dans ses propos recueillis par Fréjus Serloin. Alors, je pense que c'est une très belle annonce et loin d'une simple annonce, ça va être réalisé. En tout cas, c'est mon souhait. Ce gouvernement, lorsque vous l'observez depuis le début, il annonce des choses, des actions avec un chronogramme bien précis. Il a parlé de l'énergie, qu'il mettrait fin au délestage. Ça a été fait. Donc, je pense que tout ce qui a été annoncé, Dieu, les manes de nos ancêtres, lui donneront l'inspiration et la sagesse nécessaire pour que cela soit réalisé pour le bonheur de nos compatriotes. Parce qu'effectivement, on observe une certaine morosité dans le pays. Parce que justement les grands travaux ne sont pas lancés. Lesquels travaux ne sont pas lancés? Parce que il dit qu'il veut construire un gratte-ciel et pour le faire il faut une fondation solide. Les chefs d'entreprise ne se disent pas que les appels d'offres sont déjà pipés d'avance, qu'ils suivent les journaux. Il y a beaucoup d'appels d'offres qui sont lancés parfois qui reviennent infructueux parce qu'il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat parce que les gens se disent comme ils donnent le marché à ses parrains, à ses amis, c'est faux. Ça fait quand même un an qu'on est en train d'entendre asphaltage, on a déguerpi tout le monde. Qui vous souvient, nous sommes en décembre, on avait donné l'ultimatum aux gens pour tout déguerpi. Décembre est revenu, on nous a promis embellir la ville, mais jusque là on ne voit rien venir. On a vu juste une bretelle à Cotonou qui a été embellie légèrement, mais encore là dans le cadre d'un autre projet qui était déjà en cours d'exécution. Donc nous attendons de voir qu'est-ce qu'on met dans l'asphaltage là réellement, dans la phase pratique, comment ça va être dans nos villes. Il ne sert à rien d'avoir dégagé les gens, d'avoir supprimé leurs activités économiques qu'ils menaient, même si c'est de manière illicite, pour qu'à la fin, on ne puisse pas sentir le changement, on ne puisse pas sentir que la ville est assainie, qu'elle est plus belle, que de mieux en mieux, nous pouvons avoir un cadre agréable. Si nous ne sentons pas ça, nous ne pouvons pas y croire. Les autres chantiers, il en est de même. Pour le moment, ça reste des annonces pour nous. Et des annonces qui sont faites, qui attendent à être mises en œuvre. Tant que la mise en œuvre ne va démarrer, nous ne pouvons pas croire que quelque chose va se faire. Pour qui traverse le pays, il sait qu'on n'a plus de routes. Il y a des routes qui sont gâtées, il y a des zones qui n'ont pas de route. Vous prenez Niki, Kalale, Segmana, c'est une catastrophe. Niki Kalale en 46 km où vous êtes obligé parfois de faire 3 heures du temps. On a déjà entendu ça au début de l'année 2017. Je pense qu'on nous avait déjà dit que 2017 sera l'année des grands travaux. Mais il s'est fait que le bilan, au niveau du bilan, on nous a informé que voilà, c'était beaucoup plus les études qui avaient été finalisées en 2017 et que 2018 allait être l'année du démarrage effectif. Moi, je ne peux que souhaiter bonne chance et émettre le vœu que réellement 2018 puisse être l'année de l'amorçage du démarrage de ces travaux et que au-delà des paroles, au-delà du fait de nous faire rêver, on puisse passer aux actions de façon concrète. Actualité hors du Bénin, quelques 2 millions d'électeurs libériens étaient aux urnes ce mardi pour élire leur prochain président. Ce second tour a opposé une légende du football au vice-président sortant Joseph Boaky. Initialement prévue le 7 novembre, l'élection avait été suspendue in extremis par la Cour suprême à la suite de recours du candidat arrivé 3e le 10 octobre, Charles Brunskane, appuyé par Boaky qui avait dénoncé des fraudes et irrégularités. Les premiers résultats sont attendus dans les prochains jours. Il faut également dire que ce scrutin s'est déroulé dans le respect du processus électoral et de manière mieux organisée qu'au premier tour selon les premières observations de l'Union européenne. Suivez plutôt. D'abord, on peut dire au début de la journée que la participation est un peu plus faible qu'au premier tour. Mais l'heure après l'heure, on voit de plus en plus de personnes aller voter. La seconde chose, c'est qu'il y a une amélioration dans la manière dont la Commission nationale électorale et les gens qui travaillent avec eux gèrent le processus. C'est donc intéressant de voir ça. Managing the process, so it is interesting to see that.
De ce que nous avons personnellement observé ici, la participation ne peut pas être de plus de moins de 60%. En tout, ça pourrait être un peu plus ou moins. Mais il y a des estimations que la participation est assez faible, ce avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, globalement, c'est difficile de faire 70% dans une élection dans un second tour. C'est un peu moins parce que l'enthousiasme retombe, beaucoup de candidats ne sont plus dans la course. Donc, la mobilisation des électeurs est moindre. Au Maroc, troisième journée de manifestation à Jirada, une tension suite à la mort de 2 mineurs ce vendredi, ce qui a suscité colère et émoi dans cette commune déshéritée du nord du pays où des milliers de personnes ont protesté contre la marginalisation de leur région. Ils sont près d'un millier à s'aventurer quotidiennement dans ces mines désaffectées environ 2 décennies après leur fermeture sans aucune protection et au péril de leur vie. Le ministre de l'Énergie et des Mines a affirmé mardi que l'État est en train de construire une unité de production d'électricité à base de charbon importé à Jirada avec une capacité de 350 MW. Selon lui, elle entrera bientôt en service et emploiera 500 personnes, majoritairement de la région. Certains manifestants se prononcent. On a le problème des factures d'eau et d'électricité. Il nous faut une alternative économique pour cette période. Les gens souffrent de la misère et de la pauvreté ici. Selon les dernières statistiques, 3000 diplômés sont au chômage dans la région Est et surtout dans la ville de Jirada. Enfin, il faut la reddition des comptes des responsables qui ont exploité les richesses. Cette région a beaucoup de qualifications qu'on ne trouve pas dans d'autres régions de notre cher pays. Depuis 1997 et jusqu'à maintenant, la ville a été complètement bouleversée. Ça fait 20 ans depuis la fermeture de la mine. Je me pose la question, est-ce que nous ne sommes pas des citoyens de ce pays? Nous ne sommes pas de Marocains? 20 ans d'exclusion et de perte. Une dernière information avant de boucler cette édition. Dans les campagnes sud-africaines, les agriculteurs blancs sont visés par une vague de meurtres. Si les motivations derrière ces attaques font l'objet de controverses, elles sont le reflet d'inégalités qui persistent depuis la fin de l'apartheid. Reportage. Hans Beckman a retrouvé le sens de l'humour. Il y a quelques mois pourtant, ce fermier sud-africain a été attaqué dans sa ferme. Les hommes armés l'ont ligoté et lui ont tiré une balle dans le pied pour dévaliser son coffre-fort. Nous étions en train de prendre le petit déjeuner lorsqu'ils sont arrivés avec un fusil, 2 pistolets et un bâton. Ils ont dit « Aujourd'hui, on va te tuer ». Quelques heures après le tournage de cette interview, la ferme a de nouveau été attaquée. Plusieurs employés se sont fait braquer, mais la police est arrivée à temps. Les attaques de ferme sont devenues un fléau en Afrique du Sud. Pour protéger les agriculteurs, Marius Jacobs a fondé une patrouille privée qui collabore étroitement avec la police. Ils sont souvent les premiers à arriver sur place. C'est une initiative de la communauté. On ne reçoit pas d'argent, ça vient seulement du cœur. Un merci et la satisfaction d'aider quelqu'un nous suffit largement. En 2017, l'organisation de défense de la minorité blanche AfriForum a recensé environ 80 meurtres de fermiers dans le pays. Un chiffre relativement minime comparé aux 50 homicides recensés chaque jour à l'échelle nationale. Mais l'ONG affirme que les attaques de ferme déciment peu à peu les cultivateurs et éleveurs. En Afrique du Sud, un agriculteur a beaucoup plus de chances de se faire tuer que s'il vivait à Caracas au Venezuela, qui est l'une des villes les plus dangereuses au monde. Simple criminalité, tension politique ou encore colère contre la mainmise des fermiers blancs sur le foncier, les motifs supposés de ces crimes font polémique. Depuis la fin de l'apartheid, la question de la terre cristallise les tensions raciales. Les descendants des colons détiennent 73% des terres agricoles, alors que plus de la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Un syndicat de fermiers noirs affirme cependant que ces violences touchent également tous les agriculteurs, quelle que soit la couleur de leur peau.
Ces meurtres m'inquiètent en tant que Sud-Africaine. Que ce soit un noir ou un blanc, c'est un gros problème pour tout le monde. Chaque vie compte. Malgré les menaces, Hans, comme beaucoup d'autres agriculteurs, ne compte pas déménager. Ces fermes représentent le travail d'une vie et il ne saurait pas où aller. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. À demain.